Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'intéresser aux mécanismes psychologiques derrière une technique redoutable que vous connaissez déjà sûrement, tous et toutes. Il s'agit du good cop, bad cop, gentil flic, méchant flic. Alors même si vous la connaissez que de nom, je peux vous assurer que vous l'avez déjà vu, que ce soit à la télé, dans les séries ou même dans les films. Et vous allez voir que cette technique, c'est une forme de manipulation, on la subit pas que quand on est en salle d'interrogatoire. On la subit dans notre vie de tous les jours et c'est ça qui est super intéressant. On va essayer d'aller décortiquer tout ça. Donc, imaginez la scène. On va prendre le cas de figure de la salle d'interrogatoire. Je vais grossir le trait exprès. Vous avez une personne qui se trouve dans une salle d'interrogatoire, ok? Et on a un premier interrogateur qui rentre, un détective, il claque la porte, il a l'air super vénère et il jette violemment un dossier sur la table. Il va commencer à hurler, à mal parler au suspect. Oui, on a toutes les preuves, commence pas à faire ton guignol avec moi. Tu vas prendre perpète, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans la tête du suspect? On est tendu, hein. C'est tension, stress, le cœur qui s'accélère, les mains moites, la bouche qui s'assèche, etc. Il commence à parler, et à un moment donné, comme par magie, la porte s'ouvre et on va voir un second policier ou policière, qui entre, qui va dire à son collègue, on va l'appeler Dave, le pauvre. Bon, Dave, calme-toi, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il se tourne alors vers le suspect. Oui, excusez-le, il est un petit peu à cran aujourd'hui. Il traverse une période difficile. Est-ce que vous voulez un café? Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Voyez? Voyez un petit peu le topo? Et là, c'est comme s'il y a une fenêtre qui venait de s'ouvrir. Le suspect respire, le suspect soupire, il est soulagé. Il a même, voire même de la gratitude envers ce nouvel inspecteur qui vient d'entrer. Et sans même s'en rendre compte, il vient de franchir la première étape qui va le conduire potentiellement aux aveux. Donc, même s'il est conscient qu'il a affaire là à un gentil flic, méchant flic, il tombe dans ce mécanisme qui est simple mais qui fonctionne. Avant de vous parler de justement pourquoi on tombe dans le panneau, je vais juste vous faire le distinguo entre les 4 dérivés de gentil flic, méchant flic qu'on peut rencontrer, ok? Premier, gentil flic, méchant flic qu'on appelle séquentiel. Ça, c'est la stratégie classique, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent. Vous allez avoir votre gentil flic et votre méchant flic qui interagissent à tour de rôle avec la cible, avec l'interlocuteur, ok? Dans le deuxième cas de figure, on va avoir le gentil flic et le méchant flic, mais ils vont interagir entre eux. Ils se disputent au sujet de la cible, hein. Ça peut être par rapport à la proposition qu'ils veulent leur faire, à la façon de négocier, mais souvent ils font semblant de s'embrouiller, ok? Ensuite, on va avoir une troisième cas de figure, une personne qui joue les deux rôles. Ça va être un négociateur qu'on appelle un négociateur solitaire. Et il va utiliser un mélange de ces deux techniques. À un moment donné, il va être très impatient, voire agressif. Et puis ensuite, il va se montrer amical. Il joue les deux rôles. Et le dernier cas de figure, c'est, alors ça c'est un des plus redoutables, c'est quand le gentil flic est tout seul, pareil, en négociateur solitaire, mais qu'il te met en garde contre un méchant flic qui va arriver. Sous-entendu, tu ferais mieux de me parler, qu'on trouve un accord, toi et moi, là, maintenant, parce que le prochain qui va arriver sera pas aussi clément que moi. Alors ça, c'est redoutable et c'est un cas de figure que l'on retrouve aussi chez les parents, hein. Les parents, occupent souvent ce rôle malgré eux, du gentil flic et du méchant flic, on en parlera un peu plus tard. Alors, notre cerveau, faut comprendre un truc, c'est qu'il perçoit pas le monde de façon contextuelle. C'est l'un de ses biais d'ailleurs fondamentaux. On va prendre un exemple concret. Admettons que vous plongiez votre main gauche dans de l'eau qui est glacée et dans votre main droite dans de l'eau qui est chaude et qu'ensuite vous plongez ces deux mains dans de l'eau à température vraiment ambiante. Eh bien, il y aura une espèce de contraste comme ça. C'est-à-dire que votre main droite, elle vous semblera beaucoup plus chaude, l'eau vous semblera beaucoup plus chaude que ce qu'elle est vraiment. C'est un biais de perception qui s'opère à un niveau neurologique et il échappe à notre conscient. C'est-à-dire qu'on aura beau se raisonner et se dire oui, là je comprends qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour un méchant, l'autre pour un gentil, je comprends, je veux pas tomber dans le panneau, et pourtant, on tombe dans le panneau. Enfin, souvent. Au niveau neuroimagerie, ce qui se passe en fait, c'est que la partie du cerveau qui est associée à la peur, elle s'active fortement pendant la phase méchant flic, puisque le système de récompense, le circuit de dopaminergie comme on l'appelle, lui, il va s'activer lors de l'arrivée du gentil flic. Ok? Donc en fait, cette réaction, elle se produit même si intellectuellement, on sait parfaitement ce qui se passe. C'est comme une illusion d'optique. On a beau savoir que c'est une illusion,
on la voit, on continue de la voir. Donc, il y a ce qu'on appelle le système limbique, en gros le cerveau émotionnel, qui réagit plus vite que le cerveau rationnel, que le cortex préfrontal. Vous voyez un petit peu? Donc ça, c'est le premier biais, entre guillemets, c'est ce biais de perception contrastée. C'est qu'on aura tendance à penser que le gentil flic est beaucoup plus gentil que ce qu'il est réellement, parce qu'on cherche cette récompense. On cherche cette dopamine. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la réciprocité. Et ça, franchement, ça nous touche dans la vie de tous les jours. La réciprocité, c'est pas juste une convention. C'est pas juste une convention sociale. C'est un mécanisme psychologique qui est profondément ancré en nous et qui remonte à nos ancêtres. Pourquoi? Nos ancêtres, ils fonctionnaient souvent sur un principe de réciprocité. Pourquoi? Il y avait beaucoup plus avant la notion de troc, d'échange. Je te répare ça contre une poule. Je te fais ça, tu me dois ça. Vous voyez, c'est ce truc d'échange, de faveur. Je te trouve ce poste-là, le piston, toutes ces choses-là. C'était beaucoup plus prononcé dans les sociétés d'antan. Ce qui fait que on aime, on a gardé ça en nous, on aime rendre l'appareil parce que notre cerveau déteste avoir des dettes. On pourrait appeler ça des mémoires ancestrales quelque part. Donc, en fait, quand le gentil flic t'offre un café, quand je dis t'offre, c'est un tu impersonnel, hein, j'espère que vous ne retrouverez jamais en salle d'interrogatoire, mais quand le gentil flic offre un café, quand il le défend contre son collègue, ou même juste quand il lui parle normalement, après la tempête, après l'agressivité, eh bien, en fait, il va déclencher en nous cette mémoire ancestrale, et le suspect ressent immédiatement une dette psychologique qui va le pousser à coopérer pour, en gros, équilibrer les comptes. Mais ce qui est particulièrement pervers dans cette tactique, c'est la disproportion, en fait, entre ce qui est donné par le gentil flic et ce qui est demandé en retour. Parce que figurez-vous que le gentil flic, il va avoir 3 mots gentils pour vous, il va vous offrir un café, peut-être même un burger s'il est sympa, un sandwich. Il va avoir des mots gentils, il va essayer de calmer la tension. Mais en retour, qu'est-ce que vous allez avoir? Enfin, qu'est-ce qu'il va vous demander, sans même vous le demander, des aveux? Un café contre des aveux. Un café contre la prison à perpétuité. En gros, c'est ça l'idée. C'est super pervers. Donc, c'est vraiment cette disproportion. Et ça, c'est un procédé qu'on retrouve en marketing. Ça fonctionne très, 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 très bien. C'est le moment où il y a le commerçant, une entreprise qui vous fait un cadeau. Il y a même des bonbons des fois. Vous savez, quand vous rentrez dans une société, vous avez les bonbons. Bon, ben, t'as pris un bonbon, tu te sens en gros redevable. Mais ce cadeau, il n'est jamais gratuit, hein. C'est parce que derrière, on sait qu'il y a ce process, cette mécanique de réciprocité. Et que vous aurez envie d'acheter malgré vous, vous vous sentirez obligé d'acheter. Alors, évidemment, c'est une généralité, les gars, hein. On n'est pas, ça marche pas tout le temps, hein. Donc maintenant, on applique ce principe à l'interrogatoire où on voit que ce simple café, ce mot gentil, peut créer un sentiment d'obligation suffisamment puissant pour pousser à faire des aveux et t'envoyer en prison à vie. Ensuite, le troisième point, le besoin d'alliance en territoire hostile. Ça aussi, c'est quelque part une question de survie primitive. Pourquoi? Parce que je vous apprends rien, nous sommes des créatures sociales. On est programmés, malgré nous, pour chercher des alliés en situation de danger. C'est pas un choix conscient, c'est un instinct de survie. C'est aussi fondamental que la faim et la soif. Donc quand une personne se trouve dans une salle d'interrogatoire, qui est un environnement qui est conçu pour être intimidant, cette personne va avoir tous ces mécanismes de survie qui vont se déclencher de façon automatique. La peur, elle va activer ce que les psychologues appellent le système d'attachement. C'est-à-dire que tout de suite, on va aller chercher des liens protecteurs. On va avoir tous ces comportements qui vont aller chercher ces liens protecteurs. Et même quand on est adulte, on va les chercher. Dans notre vie de tous les jours, quand on est confronté à une situation de stress intense, on réactive ces schémas d'attachement qui sont similaires à ceux des enfants. Je veux ma maman, oh, on cherche un lien d'attachement. Comme un enfant, vous prenez le cas de l'enfant c'est super intéressant. Prenez le cas d'un enfant qui a peur. Vous êtes dans une foule avec des inconnus, vous êtes au restaurant, et votre gamin, il a peur, il est effrayé, il y a un truc, il y a un bruit, il va s'accrocher de façon, mais c'est instinctive, à la jambe du premier adulte qui est là, même si c'est un inconnu. C'est un lien d'attachement, on le cherche. C'est la bouée de sauvetage, hein.
Donc c'est un besoin d'alliance qui est si puissant qu'il va venir court-circuiter le raisonnement logique. Une partie du suspect comprend de façon rationnelle que le gentil flic, il travaille pour les forces de l'ordre, mais il a ce besoin primitif de cette bouée de sauvetage, de cet allié dans cet environnement hostile. Et c'est tellement impérieux, ça prend tellement le dessus qu'il tombe encore une fois dans le panneau. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, ça va être ce qu'on appelle l'effet du sauveur. Ok, c'est ce moment où on ne fait plus trop le distinguo entre le policier, le gentil flic, good cop, et le bienfaiteur. Dans le contexte d'interrogatoire, c'est une dynamique qui est particulièrement puissante et elle se met souvent en place. C'est ce syndrome du sauveur. Donc c'est pas simplement que le gentil flic paraît sympa, il le devient littéralement aux yeux du suspect. C'est celui qui va pouvoir te sauver. C'est grâce à ce flic que tu vas échapper à la prison. C'est ton sauveur, en gros. C'est une transformation psychologique qui va changer la nature de la relation. On peut y voir une espèce aussi en fond, mais je ne vais pas tomber dans... Je ferai peut-être un podcast dessus, sur le syndrome de Stockholm. Il peut y avoir un peu les prémices, quoi. Parce qu'on passe d'une interaction antagoniste entre un policier et un suspect à une relation de type sauveur-victime. On bascule dedans. Pourquoi quand on analyse un peu plus en profondeur, il y a plusieurs dimensions psychologiques à ça. Il va y avoir le soulagement, après la tension extrême qui a été créée par le méchant flic, l'intervention du gentil flic, elle va provoquer ce soulagement qu'on a vu un peu plus tôt, une espèce d'euphorie comme ça. Ensuite, il y a une projection de pouvoir. Ça, c'est super important. Parce que le suspect va attribuer au gentil flic un pouvoir qu'il n'a pas nécessairement. Celui de déterminer de son sort futur. C'est pas le flic qui va déterminer de son sort futur, c'est le juge. Donc c'est une espèce de distorsion cognitive comme ça qui est amplifiée. Et ensuite, il y a quand même un process de régression. Quand il y a beaucoup de stress comme ça, il y a beaucoup de suspects qui régressent vers des modes de pensée qui sont beaucoup plus binaires. Bon, mauvais, gentil, méchant, sauveur, bourreau. Voyez ? Donc tout ça, les interrogateurs en jouent bien évidemment. Il y a d'autres effets dont je peux vous parler. Il y a ce qu'on appelle l'effet escalade. C'est quand le suspect accepte, alors ça c'est un grand piège, ne serait-ce qu'une toute petite faveur de la part du flic gentil. Si vous propose un café et que vous l'acceptez, si vous propose une cigarette à un moment donné, que vous l'acceptez, ou simplement que vous reconnaissez la compassion du good cop, on met des guillemets, il va y avoir un process d'escalade, d'engagement. En gros, dans votre tête, il peut y avoir le dialogue suivant. J'ai accepté son café, il a été gentil avec moi, alors je vais lui parler un petit peu de ma famille. Bon, maintenant, il me demande d'expliquer ce qui s'est passé. Alors, si je refuse, ça veut dire que depuis le début, en fait, je me suis foutu de sa gueule, je l'ai manipulé, alors que lui, il a quand même été... des deux, c'est quand même le plus sympa. Alors que c'est vrai que je suis pas comme ça d'habitude. Je vais essayer de lui dévoiler ça, ça, ça. Ou alors, ça peut être aussi une espèce d'effet de chantage. On a été sympa, on a été patient, on t'a cru la première fois, on te croit la deuxième fois, vous voyez. Ça, c'est un peu comme quand on craque, vous savez, pour un petit morceau de gâteau, alors qu'on essaie de faire attention. On finit au final par manger tout le gâteau. On a cette espèce de négociation comme ça entre nous et notre cerveau, et pourtant, l'effet, c'est une escalade, quoi. Ça va crescendo. Notre cerveau préfère la cohérence interne, même au prix de mauvaises décisions. Le sixième point, qui est le point qu'on s'imagine, vous êtes en garde à vue dans une salle d'interrogatoire, l'épuisement. Mais plus particulièrement l'épuisement de l'ego. Pourquoi ? Notre capacité à prendre des décisions rationnelles, elle n'est pas infinie. Il faut comprendre qu'on a des limites. Notre capacité, elle s'épuise littéralement. C'est vraiment comme un muscle. Si on sollicite trop longtemps ces décisions, le fait de pouvoir prendre des décisions rationnelles, on arrive à cet épuisement de l'ego, ou ce qu'on pourrait appeler aussi la fatigue décisionnelle. Et les interrogatoires, ils sont délibérément conçus autour de ça, pour être épuisants. Ça dure longtemps, il y a énormément de répétitions, on te fait répéter des choses, parfois tu as sommeil, tu as faim, c'est pas un hasard, ce sont des stratégies délibérées pour affaiblir les défenses cognitives, pour t'user. Ils t'ont à l'usure, littéralement.
Diminution des ressources en glucose déjà dans le cortex préfrontal. C'est la partie du cerveau qui est responsable de la prise de décision, du contrôle des impulsions. Eh ben, une fois que tu as plus de ressources, ta capacité à résister à l'influence, elle diminue fortement. C'est tout à fait logique. Donc dans ce contexte d'épuisement, tu as le gentil flic qui va exploiter cette vulnérabilité en t'offrant ce qui semble être un échappatoire. Bon, ok, tu sais quoi? Dis-moi ce qui s'est passé et on pourra en finir avec tout ça. Ton cerveau il est épuisé et là, cette proposition, ben, tu commences de plus en plus à la prendre en compte. Et on arrive donc à ce qu'on pourrait appeler un septième point, la manipulation du cadre temporel. C'est un aspect qui est moins connu, mais tout aussi puissant de cette tactique, technique, méthode good cop, bad cop. C'est le méchant flic qui va te présenter généralement un avenir très lointain. Et cet avenir, je peux t'assurer que quand il te le présente, c'est catastrophique. C'est ce moment où le méchant flic dit: «Oui, attention, la peine de prison, le procès va être interminable et puis, tu vas rester enfermé jusque-là et puis après, ton avenir, il est foutu. Tu verras jamais ta femme, ton mari» et voilà. Bon, il te dépeint un avenir qui est, catastrophique, OK? Dans le temps lointain et le gentil flic, lui, il va tout faire pour ramener ton attention à maintenant, à l'immédiat. Il te dit, on peut en finir avec tout ça dès maintenant. On peut terminer l'interrogatoire maintenant. On voit que tu es fatigué. On voit que tu es épuisé. Là, maintenant, si tu veux, tu peux aller prendre une douche. Tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir dormir. Vous vous rendez compte un peu du côté pervers de la chose? C'est qu'en fait, cette douche, ce verre d'eau, enfin, le verre d'eau, on te l'offre, hein, mais cette délivrance de l'instant présent, elle prend l'ascendant sur un futur catastrophique, quoi. Ça devient plus important, ta douche, que la potentielle perpétuité que tu es prêt à prendre. Donc c'est particulièrement efficace, c'est particulièrement redoutable, surtout quand tu es fatigué. Mais d'autant plus qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, il a une tendance à dévaluer fortement le futur par rapport au présent. C'est-à-dire qu'il dira toujours: «Oh, c'est pas grave, en gros, je verrai plus tard, on gérera», tu vois? Même si on ne se le dit pas de façon consciente, c'est là. On est prêt à accepter des conséquences futures très graves pour obtenir un soulagement immédiat. Hein, l'adultère, coucou, ça en fait partie. Donc le méchant flic active d'abord une espèce de projection catastrophique et ça va générer ton stress et le gentil flic derrière, il va recentrer l'attention sur la possibilité de te soulager immédiatement, mais il va te demander simplement de lui expliquer ce qui s'est passé et puis on pourra clôturer tout ça. Hem Et il y a un dernier point, enfin un dernier point. Depuis tout à l'heure, je crois que je vous dis un dernier point alors que c'est pas le dernier, mais là, je pense vraiment que c'est c'est le dernier. Ah, il y a peut-être un ou deux, attendez. Je me suis pris plein de notes en fait. Il y a aussi au niveau du langage corporel, OK? Le méchant flic et le good cop, bad cop, heu, ils ont pas la même attitude. Déjà, le méchant flic, en principe, il faut savoir qu'il va avoir une tendance à se positionner en face du suspect et ça, c'est pas bon. Si vous voulez obtenir de la sympathie. D'ailleurs, c'est un petit tips que je vous donne, mais si vous voulez avoir de la sympathie vis-à-vis de vous-même, enfin qu'une personne soit sympa avec vous et qu'elle se confie facilement à vous, je ne vous recommande pas de vous placer, si vous êtes assis à une table, pile en face d'elle. Soyez légèrement décalé sur la gauche ou sur la droite. C'est perçu comme une invasion de l'espace personnel d'être pile en face et c'est pas toujours la meilleure façon d'avoir des confessions. Voilà. Donc, le méchant flic, lui, avoir une invasion quand même, il va avoir une position d'invasion de l'espace personnel. Son contact visuel, il est intense, hein, et il te regarde dans les yeux, puis voilà, t'es pas bien. Il a une posture qui est dominante, hein, c'est ces moments où vous le voyez, il est penché en avant, comme ça, il a les bras écartés, il est penché en avant, une espèce il t'impose une autorité. Sa voix, elle est forte, il y a des brusques intonations aussi, des variations. Et au niveau, excusez-moi, du visage,
Il va avoir des micro-expressions quand même, les sourcils froncés, de dégoût, de presque de mépris, hein. Bon voilà, si c'est caricature un petit peu. Là où le good cop, le gentil flic, lui, il est beaucoup plus déjà distant, il a une distance qui est beaucoup plus respectueuse, il a un contact visuel qui est plus doux, hein, c'est-à-dire il va alterner, parfois il va regarder, autre chose, le mur, son carnet et cetera. Il va avoir une posture qui est ouverte, qui est légèrement inclinée, parfois la tête sur le côté. La tête sur le côté est un geste de soumission, c'est un geste pour se faire accepter, c'est ce que font les animaux, penche la tête légèrement sur le côté. Il va avoir une voix qui est beaucoup plus calme et des micro-expressions d'empathie, hein. C'est comme il acquiesce à ce que tu dis, tu vois? Donc notre cerveau, il capte, hein, tout ça aussi et puis, il tombe aussi dans le panneau. Donc les applications au quotidien de cette méthode, gentil flic, mauvais flic, on en a parlé un peu plus tôt, dans le commerce. OK? Je vous donne un exemple. Négociation, on va prendre l'exemple des négociations, pour une voiture. C'est ce moment où le vendeur, il va te montrer un véhicule qui est hors de prix. Hop, hors de prix, c'est presque, vous voyez, tu l'associes au méchant flic. C'est hors de prix, ça fait peur, t'en veux pas, ouh là là, ouh là là. Et tout de suite derrière, il va te montrer un modèle dit «plus raisonnable» entre guillemets, donc le gentil flic, le modèle de voiture. Même si ce modèle, objectivement, il est très cher, même si ce modèle, tu ne l'aurais jamais acheté en temps normal, là, soudain, par contraste, ça va te paraître être une super affaire. Ensuite, il y a la technique du ceci ou cela. Alors, au lieu de demander au client, enfin, au lieu de demander si le client veut acheter, le vendeur, il va te demander, est-ce que tu préfères le modèle X ou Y? Tu vois, il est en train de créer artificiellement une situation où tu ne peux pas refuser, en fait. C'est comme quand le good cop, il va te dire, OK, tu veux un verre d'eau ou un soda? Bon, tu auras plus de propension, une tendance à répondre l'un ou l'autre que de dire: «Je veux rien, merci». Ensuite, tu vas avoir le fameux manager, hein. Je vais en parler à mon manager, on connaît. Donc c'est le moment où le commercial te dit: «Bon, écoutez, là, moi, en sous-entendu, je suis gentil flic, je vais essayer de négocier pour vous. Je vais demander l'autorisation au manager. On va voir si on peut accorder la remise. Je fais tout mon possible, pour vous. Là, je vais me battre pour vous». Voilà. Donc c'est des techniques qui fonctionnent, hein, qui fonctionnent toujours. Dans l'éducation, je vous en ai parlé en introduction, on peut retrouver cette dynamique chez les parents. Le parent va adopter un des parents qui adopte plutôt un rôle plus strict, plus «disciplinaire» entre guillemets. L'autre va jouer forcément davantage le rôle de confident de la personne qui est le plus compréhensive des 2. C'est une dynamique qui est pas planifiée tout le temps, mais les enfants y répondent très bien, hein. Ils sont très enclins à aller se confier davantage aux parents «gentils», «good cop» entre guillemets et parfois aussi, il peut y avoir cette dynamique chez les parents, c'est alterné, hein. C'est un coup, c'est, le père, la mère et cetera. En politique, on va avoir aussi cette espèce de point d'ancrage extrême, où, par exemple, un parti va faire des propositions assez extrêmes, heu, et ensuite vont faire des propositions qui, de prime abord, auraient semblé aussi radicales et extrêmes, mais elles apparaissent soudain beaucoup plus modérées et raisonnables que les premières. Vous voyez, c'est toujours ce même phénomène de contraste qui fonctionne très bien. Alors, hem maintenant, ce qui serait intéressant pour conclure un petit peu, c'est que il y a plusieurs facteurs clés qui peuvent être identifiés, par rapport à cette technique, hein. C'est un gouffre. Il y a une différence entre comprendre une technique, comprendre quelque chose en théorie et y résister en pratique. C'est pour ça que souvent quand on les voit comme ça, ces personnes-là, on dit: «Mais qu'est-ce qu'elles sont bêtes! Moi, j'aurais pas du tout fait ça, j'aurais pas du tout dit ça». Mais on ne sait pas en fait. On ne sait jamais comment on va réagir en situation de stress intense. Quand on regarde la télé, quand on regarde un interrogatoire sur YouTube, peu importe, on est dans le confort de notre salon, de notre lit, et cetera. C'est facile de se dire: «Je vais jamais tomber dans ce piège». Mais dans la salle d'interrogatoire, il y a la pression, il y a l'incertitude, il y a l'anxiété. On ne sait jamais. Nous croyons que nos décisions dépendent principalement de notre personnalité. Écoutez bien ça. Et de nos connaissances. C'est faux. Nos décisions ne dépendent pas de notre personnalité. Nos décisions ne dépendent pas de nos connaissances. Elles dépendent
enfin, elles sont en réalité profondément influencées, quasiment toujours, par la situation immédiate. Il y a aussi ce qu'il faut comprendre que beaucoup de personnes, et on en souffre tous, hein, je m'inclus dedans également, ce qu'on appelle le biais d'optimisme. C'est quoi? C'est la tendance à croire que nous sommes moins vulnérables que les autres aux risques et aux manipulations en tout genre. Son mec, sa meuf l'a trompé, moi ça m'arrivera pas, je suis bien trop vigilant, mon mec m'aime beaucoup trop, enfin ma meuf vous voyez ce que je veux dire? Non, moi je me ferai jamais avoir par ça, ça marchera pas avec moi. Ça c'est un biais d'optimisme, hein. C'est une illusion d'immunité quelque part et c'est dangereux parce que paradoxalement, ça va nous rendre beaucoup plus vulnérables. Bon, évidemment, je vous ai pas parlé d'un point de vue éthique qui a des ça dépend toujours, il faut prendre au cas par cas, hein. Mais évidemment qu'il y a ce type de technique, tout comme dans l'arrêt technique, tout comme dans toutes les techniques d'interrogatoire, heu, bon, ben, ça peut pousser à des faux aveux, si c'est mal dosé. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les enquêteurs, les interrogateurs, interrogatrices, ils se sont adaptés. Et maintenant, la version moderne du bon flic, mauvais flic, elle est beaucoup plus nuancée. Il y a des transitions qui sont très fluides. On ne voit pas, on n'arrive pas à percevoir les rôles. Parfois, il y a l'intervention, l'introduction d'un tierce personnage. Vous voyez, c'est bon, c'est beaucoup plus nuancé maintenant. Enfin, souvent. Donc, en conclusion, la méthode Good Cop, Bad Cop, eh bien, c'est un classique. Donc moi, ce que je vous propose, j'ai pas de conclusion en fait, je sais pas pourquoi je vous dis en conclusion. Voilà, j'ai terminé. Mais la prochaine fois qu'on va vous offrir un café, ne vous sentez pas forcément redevable. Même si vous le savez, hein, prochaine fois qu'un collègue est sympa, qu'il a essayé d'apaiser la tension, après qu'un autre ait hurlé sur vous, bon voilà. Ne tombez pas dans le panneau du good cop, lui c'est le gentil, l'autre c'est le méchant, et cetera. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et analyse. Des bisous. Salut, salut.